Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit vlog. Je continue mes interventions, comment dire, mes assistantes bonasses en fait, en poursuivant avec Lisa que je vous présente. Bonjour aux gens. Salut. Voilà, donc Lisa qui est dans l'école de cinéma également. Et nous revenons tout juste d'une projection de Twilight 5, Breaking Dawn, puisque tout le monde m'a fait chier parce que j'ai dit Breaking Down pendant toute ma critique. Moi aussi, j'ai dit C'est Breaking Dawn. Oui, c'est tellement moche. Enfin bon, bref. J'ai toujours dit que je savais très bien parler anglais, mais que j'avais un accent pourri, donc voilà. Donc, 5e film, dernier film, enfin. Excuse-moi, je rajoute un enfin, sinon ça... alors Lisa a l'avantage d'avoir lu les livres. Ouais. Donc elle pourra nous guider un petit peu là-dedans. Avis global, vas-y, lance-toi. Sur le 5e? Ouais. Outre la déception finale. Bah, ça allait, franchement, il était bien par rapport, je veux dire, aux deux. Mais, je sais pas, le livre m'a semblé quand même un peu mieux. Je dirais, de manière générale, vraiment de manière générale, parce qu'après on entrera dans les détails, mais... Oui. De manière générale, c'est une bonne adaptation, on va dire. Mais même si le livre, bah, normal, quoi. Le livre, c'est toujours, mieux. Et les 4 précédentes, t'en avais pensé quoi, grosso modo, quand ça joue? Alors, le 1, il était pas mal. Le 2, c'était une vraie merde. Genre, j'ai halluciné, j'étais sortie de la salle en pleurant. Non, c'est pas vrai. Genre, après le 3e, j'avais beaucoup aimé parce que déjà le livre, je l'avais trouvé ouf. Et le film, bon, il était pas ouf, mais il était bien quand même. Et le 4e, il se passe rien. Mais que ce soit dans le livre, enfin de toute façon, il a été décomposé en 2 parties, donc mais le film il se passe rien quand on se fait chier pendant je sais pas combien de temps. Oui, voilà. Pendant 1h57. Bah voilà. Très précisément, générique inclus. J'en ai revu aucun. Ah si, j'ai revu 2 fois le 1, je crois. D'accord. Mais après les autres ça m'intéresse pas. Bah ouais, du coup je les ai revus pour faire ma critique du coup. Donc bah du coup c'est bien, elle est à peu près le même avis que moi du coup à la base. Mon avis à moi, j'avais vraiment très peur parce que j'ai pas du tout aimé ce qu'a fait Bill Condon sur le 4e film, et c'est lui qui se charge aussi du 5e, donc j'étais vraiment parti avec de mauvais a priori. Et puis j'ai eu plein de retours d'amis qui disaient ouais franchement il est pas mal le 5, même des gens qui n'aimaient pas du tout Twilight, qui avaient dit ouais c'est franchement il est pas mal, il est intéressant. Alors bon, il va y avoir une section de la critique où on va partir sur du spoiler, où on va vous parler d'une scène précisément, mais parce qu'il faut absolument qu'on vous la raconte. Pour le reste, dans sa globalité, j'ai trouvé qu'au moins il se passait quelque chose. Je pense qu'en fait le problème c'est que ils ont voulu couper le bouquin à un passage intéressant, c'est symboliquement important, qui est la transformation de Bella. Et le problème c'est qu'en fait entre le début du bouquin, la transformation, et entre la transformation et la fin du bouquin, il se passe beaucoup plus de trucs à la fin qu'au début. Et en fait, ils ont coupé au mauvais endroit, donc il aurait mieux fait de pas couper du tout, puisque de toute façon, le premier film aurait pu tenir en 10 minutes. Bah, bien sûr. Largement. Donc c'était un peu un gâchis quand même d'avoir fait le truc en 2 parties. Et le 5 est pas mal. Franchement, je me suis pas emmerdé. Il est mieux que le 4. On va dire ça comme ça. En même temps, c'est le moins bon de la saga. Le 2, je suis désolée. Le 2, ouais. 42. Et pour ceux qui n'ont pas compris, 42, c'est la réponse à la grande question de la vie et de tout le reste. La réponse universelle. C'est ça. Il y en a plein qui n'ont pas vu le rapport. Ouais. Moi, ça me sautait aux yeux quand j'ai vu le truc. Mais bon. Donc ouais, pas trop mal. Pour une fois, il y a suffisamment de développement dans l'histoire. J'ai vu littéralement parmi les rares bouquins que j'ai lus, il y avait la saga des vampires d'Anne Rice, je sais pas si tu les as lus toi, Entretien avec un vampire. Ah non mais moi j'aime pas les trucs de vampires en fait, on m'a offert ça à Noël le premier. D'accord. Je me suis dit vas-y c'est pas mal et donc j'ai acheté les autres quoi, mais sinon okay. Parce qu'en fait dans l'histoire de Anne Rice, il y a un moment où il retrouve une espèce de très vieux vampire très puissant qui s'appelle Akasha, qui est la première vampire en fait. Et en fait ils se réunissent tous pour essayer de la battre parce qu'elle veut faire je sais plus trop quoi, mes souvenirs sont vagues. Et du coup il y a ce côté un peu réunion de plein de vampires qui ont plein d'histoires, qui viennent de plein d'endroits du globe différents. Et tu vois justement typiquement les 2 Amazones qui viennent à la fin, il y a comme ça c'est Maharet et Mekare qui sont pareil deux très vieilles vampires qui viennent pareil de la jungle, un truc dans le genre, et qui sont importantes et qui sont voilà, et ça fait un peu ce même truc, tu vois, l'espèce de duo de sœurs qui vient d'une contrée lointaine. Ouais. Je crois que ça se ressemblait vraiment beaucoup. Peut-être que ça m'a inspiré. Peut-être qu'elle s'en a inspiré. Hein, c'est après tout Anne Rice, étonnamment après 15 ans à dire que Dieu c'était de la merde dans ses bouquins, s'est converti au catholicisme. D'accord, ok. Pas compris.
Ouais, j'ai eu quelques petites réminiscences de ça. Mais après, le bouquin en lui-même, enfin le film en lui-même était assez intéressant. Il y a donc le principe, c'est que l'enfant étant né, les Volturi considèrent que c'est un crime et que il faut absolument les punir. Et donc se mettre en chasse pour récupérer plusieurs pour réunir leurs troupes et aller poutrer la famille Cullen. Et donc les Cullen, eux, se mettent aussi en place en chasse de leur côté pour essayer de trouver des gens pour les aider. Donc parmi ces gens, il y en a plein qui ont des super pouvoirs et tout. C'est ça. Alors j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé que ça avait un côté X-Men en fait dans ce film. Carrément. Ouais, je sais pas. Surtout le truc avec l'eau là. Ouais, le truc du mur d'eau, ouais. Moi ça me pose pas de problème ces trucs. Enfin, je veux dire, c'est toujours le système. Par exemple, le dernier plan de Twilight 4, quand Bella ouvre les yeux, il y a plein de gens qui ont dit ça m'a vachement fait penser à Avatar. Et je me suis dit bah ouais, pourquoi Avatar, quel est le rapport et tout ça. Il fait bah ouais avec c'est des yeux qui s'ouvrent, c'est des yeux, mais, ouais, voilà, un gros plan sur des yeux qui s'ouvrent, on a quand même fait pas mal dans l'histoire du cinéma, quoi. C'est pas pour, et c'est un peu tous ces trucs là quand ils disent ça me fait penser à X-Men. X-Men n'était pas les premiers, les premières histoires avec des gens qui avaient des pouvoirs et tout ça. Je comprends qu'ils puissent rapprocher ça à X-Men quand même. Ouais, mais pour moi c'est trop simple en fait. C'est un peu comme les gens qui quand ils entendent une musique classique disent ah ouais, ça c'est la musique de tel film et tout ça. Non, c'est composé par Verdi, c'est un requiem en 5 parties. Enfin voilà, tu vois, c'est toujours genre de rapprochement facile qui m'énerve un petit peu. Okay. Mais donc ouais, côté X-Men, oui d'accord, il y a plein de gens qui ont des pouvoirs un peu différents et un peu assez impressionnants pour certains, mais non, de là à dire que c'est compliqué, que ça fait penser à X-Men, j'irais pas jusque là non plus, quoi. C'est pas la confrontation de X-Men, l'affrontement final non plus, quoi. C'est pas je veux dire comment il s'appelle, Amo, c'est ça le chef des Volturi? Arrow. Enfin, Arrow, c'est pas Magneto, quoi. C'est une figure imposante aussi, un peu, qui fait penser à Magneto, donc c'est pour ça. Inquiétante et assez loufoque quand même, parce qu'il a quand même des réactions qui sont assez. Il est arrogant en fait, tu vois, comme Magneto. C'est pour ça que c'est pas Arrow. Hein? Ah, paix. Stéphanie Meyer, tu devrais mourir pour avoir fait un truc pareil. On plainte contre toi. Ah là là. Oui, on a dit qu'on porterait plainte contre elle, mais pareil, on va garder ça pour la fin aussi. On a eu le grand malheur, parce que le grand problème quand on est à Paris, c'est qu'il y a plusieurs chaînes de cinéma et que chacune a ses cartes de fidélité. Et que nous ne sommes pas avec les mêmes cartes de fidélité. Donc il a fallu qu'on trouve un cinéma qui passait le film pour les deux, et donc on l'a vu en VF. Moi j'ai toujours du mal avec ça, du coup pour juger la performance de l'acteur ça va être un peu compliqué. Mais ça va, franchement ça va. J'ai pas trouvé qu'ils étaient... Kristen Stewart est fidèle à elle-même, hein, de toute façon, elle est toujours mono-expressive. Je crois que tu n'es pas la seule. Bon, fidèle à elle-même, quoi. Voilà, rien à rajouter, rien à en... Vous avez qu'à regarder l'épisode précédent. C'est ça n'a pas beaucoup évolué. Pattinson... toujours aussi... Ouais, toujours aussi... Je suis donné. Et Jacob, toujours autant d'abdos. Qui se transforme. Oui, ça c'est... Mais d'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'il l'ait abordé comme ça vraiment dans le film. C'était assez ironique en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des moments quand même. Parce que du coup, au fait, au début, quand Bella se réveille, elle dit mais elle est où ma fille? Et elle est là et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a avec Jacob? Là, il y a un souci. Et en fait, d'un seul coup, on a un cut et c'est quoi? T'as marqué ma fille, espèce de connard! Et lui qui dit mais non, c'est pas ce que tu crois. Mais... C'est contre moi. C'est ça, ouais. On va te castrer chimiquement, mon loup, tu vas voir. On va te couper les robignoles. Et non, c'était. Je crois que c'était bien présenté du coup, parce qu'effectivement c'est comme ça que tu le ressens quand tu vois le film, tu te dis non, attends, t'es gentil, le truc il est 2 jours là, tu vas quand même pas déjà. Oui, enfin le truc tu le vois, c'est un bébé comme ça quoi. Donc. Bah oui, c'est ça, donc et d'ailleurs, il est toujours aussi mal fait, vraiment le bébé 3D quoi. Ah ouais, exactement, le bébé 3D en c'est hallucinant. Ah mais je comprends pas comment ce film, mais même cette série de films peut avoir des effets spéciaux aussi mauvais. Oh, ouais, c'est bizarre. Parce que c'est quand même ILM, qui est quand même une des plus grosses boîtes d'effets spéciaux depuis des années. Il y a certains moments où c'est vachement bien fait. Voilà, et puis il y a des moments qui vont bien, mais alors il y a des passages, franchement... ils font des gros plans sur la gamine, ils auraient pu faire un effort, quoi. Ne serait-ce que prendre un vrai bébé, quoi, je veux dire... Évidemment que les caractéristiques physiques vont évoluer entre un bébé, une petite fille, un machin, mais de là à faire un bébé en 3D pour regarder les yeux de la gamine... Attention, quoi, il y a des limites. C'est un petit peu exagéré tout de même. Le bébé reste pas longtemps finalement à l'image. Ouais, non, après, de scène.
Et puis elle fait flipper la gamine quand même. ah bah, quand elle arrive à... Et alors pour le reste, le problème du coup c'est que il y a tellement de personnages qui arrivent d'un coup. Attends, j'ai juste un truc à dire par rapport à ça. Dans le livre, en fait, tu sais qu'elle reste, elle est pas aussi grande que dans le film, en fait. Ah ouais? Ouais, elle a genre, je crois elle arrive à 4-5 ans, enfin. Ouais. Même pas. Genre un truc 3-4 ans peut-être même. D'accord. Là, on dirait qu'elle a genre 9 ans, hein, comme ça. Ouais, c'est pas faux, ouais. Et là, j'ai toujours du mal à donner donner pas compris pourquoi des... ils ont changé d'ailleurs. Enfin, bah, peut-être parce que c'est difficile de trouver des acteurs de 4-5 ans, des acteurs de 8-9 ans, c'est plus simple. Ouais. Tout bêtement, je pense. Mais du coup, c'était bizarre parce que, enfin, en fait, elle est pas censée parler du tout, en fait. Ouais. Elle parle pas du tout dans le livre. Oui, alors c'est ça, c'est parce qu'il y a un moment où Bella dit, c'est comme ça qu'elle communique, parce qu'en fait, elle communique en touchant les gens, elle leur transmet des émotions en touchant. Oui, donc c'était ça qui était chelou. Et elle dit, elle communique comme ça, alors que 2 scènes avant, elle a entendu dire quelque chose, et 3 scènes après, elle va dire quelque chose aussi. Donc, ça paraît un peu bizarre, mais bah non, elle parle, elle communique autrement. Enfin, c'est... Défaut de scénario. Ça alors. Donc ouais, alors un autre petit truc, c'est que il y a plein de personnages du coup qui arrivent en même temps, puisque du coup ils réunissent plein de monde pour venir les aider. Et du coup en fait ils ont très peu de développement chacun. Et alors par exemple du coup l'espèce de grand blond mal rasé là qui lui parle quand elle fait le sac de Renesmee. Alistair. Ouais, alors qu'est-ce qu'il a lui Alistair? Enfin c'est quoi? C'est un misanthrope, c'est un vampire misanthrope, mais très franchement je me rappelle plus trop son histoire. Parce que mais je sais que dans le livre il a la classe. Mais parce que il fait quoi déjà pendant le combat? Il reste loin dans un arbre, c'est ça, pendant le truc? Il la regarde de loin, je crois, dans le film, là, il intervenait pas. Non, il est pas là, mais ouais. Il est pas là du tout, il reste a peur dans des un arbre. Volturi, en fait, je crois qu'il a super peur des Volturi. D'accord. Et je crois que Stephanie Meyer a développé une histoire sur lui. En fait, elle a développé une histoire sur chacun des personnages qu'on voit par rapport aux Volturi, en fait, dans le livre. D'accord. Elle a dit qu'est-ce qui s'était passé par rapport à eux et tout. C'est pour ça, tu vois, genre à un moment, les 2 vampires russes, là. Ouais. On comprend pas trop ce qui se passe avec eux. Alors que dans le livre, c'est hyper bien décrit, quoi. Bah, ils finissent par expliquer que les Volturi, en fait, ont brûlé leur château. Oui, voilà, mais il y a plus de... Il y avait vraiment une histoire par rapport à ça. D'accord. Mais c'est comme ça avec tous les personnages, quoi. Bon, là, du coup, c'est vrai que c'est la limitation d'un film. Disons qu'à la limite, si coupure il y avait dû y avoir entre les 2 bouquins, ils auraient mieux fait d'en profiter pour exposer plus ces personnages-là et avoir un peu plus d'entraînement peut-être au début de ce film-là, et puis une bataille un peu plus longue peut-être par exemple, plutôt que de mettre autant de vide dans le premier et puis de boucher autant de trucs en même temps dans le dernier film, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est là que vient l'intérêt de couper un film en 2. Pour Harry Potter par exemple, c'est ce qu'ils ont fait, c'est que ils développent toutes les histoires du coup vraiment à fond et il manque quasiment rien normalement dans le dernier Harry Potter. Je ne parlerai pas d'Harry Potter, je n'en ai vu aucun, je crois. Ah, bon. Écoute, de toute façon, c'est tant bien, on est là pour parler de Twilight. Est-ce que t'as remarqué quelque chose d'autre en particulier, toi? Non. Qui t'a marqué sur le film? Non. Après, peut-être quand on va en parler, mais là... Non. Ok. Niveau musique, t'as un truc à dire particulier ou? Non, j'ai vraiment pas fait gaffe à la musique, quoi. C'est vrai que j'ai du mal à faire attention à la musique aussi, mais il me semble qu'elle était quand même plutôt pas mal. Ouais. J'arrive plus à retenir du coup qui a écrit la musique, mais non, il est assez connu, hein. Ouais, je sais plus. Et du coup, ils ont repris des thèmes des anciens films, le Love Theme qui avait été composé par Alexandre Desplat, très français, compositeur de musique. Ils ont repris I Love You for 1000 Years. Je pense que c'est le thème de fin du premier Twilight. D'accord. Je l'ai entendu cette musique et je me rappelle je l'ai pas entendu, mais oui, c'est le même point. Et donc ouais, niveau musique, voilà. Le film commençait avec une scène j'ai à moitié hurlé dans le cinéma parce que début du film, on a un clip show. Et j'ai non, pas encore, c'est pas possible. Et en fait non, il y en a qu'un seul dans le film. Donc ils ont pas recommencé les erreurs du 4e. Ils ont vraiment fait un meilleur travail pour le 5e que pour le 4e. Ils ont fait autre chose. Et comment ça me perturber cette chatte, ça va être je pense qu'elle va voler d'ici peu de temps. Cléo. Tu arrêtes. Et ouais, donc grosso modo, je pense que même des gens qui n'aiment pas Twilight pourraient apprécier le film. Ne serait-ce que pour la scène dont on va parler tout de suite. Mais je pense que même des gens qui n'ont pas aimé Twilight pourraient l'aimer. Enfin, franchement, l'excuse du j'en ai vu aucun avant, limite regardez ma critique avant, je vous fais un résumé des films et pas besoin il y a pas besoin de voir les films pour résumer l'histoire, franchement. Il y a un moment épique. Il y a un moment épique qui normalement vous fera rester dans le film et mais alors voilà, bon, on va finir par en parler, ça fait 15 minutes qu'on parle, on va en arriver là. Si vous voulez voir le film, si vous voulez vous garder des surprises, n'écoutez pas ce qu'on va dire. Si de toute façon vous détestez Twilight et que vous en foutez, vous pouvez continuer à regarder.
si ça vous arrange. Il y a une scène dans le film qui n'est pas dans les bouquins. Ce que je ne savais pas. Ou alors pas. elle y est, mais alors franchement, je m'en rappelle absolument pas, quoi. Mais ça m'étonnerait très franchement. Ouais. Parce qu'en fait, même on la voit même dans les trailers, il y a un moment où il y a une grosse bataille entre les Cullen. On voit Bella qui court dans le voilà, et les Volturi. Donc sur un grand champ de neige, on voit comme ça plusieurs scènes de baston qui se passent, avec des gens qui envoient leur pouvoir et des machins dans le genre. Cette scène est la plus géniale du film. Ouais. Franchement, le film est construit autour de cette scène. C'est le morceau de bravoure c'est ça. Réalisateur. Exactement. Il a écrit, je pense. Moi, j'étais dedans, j'ai ressenti des émotions de ouf et tout. Alors c'est ça, c'est que jamais dans des... je vous ai fait une critique assez méchante de Twilight, quand même. Faut l'admettre. Même si j'essaie de rester objectif, à la base, j'aime pas le truc. J'ai ressenti des choses pendant cette scène. Il y a des personnages qui meurent, et je me disais, putain, non, pas lui. Ouais, pareil. Il y en a 3 qui meurent enfin 3 gentils. Ouais. Et il y a quelques méchants aussi. Gentils, ouais. Bon, tant qu'on est dans les spoilers, on va vous dire exactement qui. Ouais. Carlyle. Donc le docteur Cullen, le chef de famille. On s'y attend absolument pas. En fait, là, mais c'est ça, il saute dessus avec Arrow. Il saute dessus et le plan d'après, c'est la main sur la tête coupée, quoi. Et t'es là, tu fais non, enfin vraiment. Et t'es putain, il y a quelqu'un qui est mort, quoi. C'est un gentil. Ouais. Et moi j'étais là, je fais non et tout, mais c'est trop bien en même temps. C'est ça. Et alors moi du coup j'étais vachement surpris et je me suis mis à avoir des frissons dans le dos et des machins dans le genre. Ouais, je moi me disais, aussi j'avais le cœur et tout qui était. Mais je les aime pas ces personnages-là. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et la scène est tellement bien faite. Avec le loup-garou, il y a un loup-garou qui se fait briser la nuque et qui meurt. Triste, moi j'avais les larmes aux yeux. Il y a sa sœur qui le voit en train de mourir et qui, il y a une sorte de dramatisation, mais c'est tellement bien. C'est ça, c'est ultra bien poussé, c'est ultra bien créé. Il y a des jeux de regard, il y a des jeux de confrontation, il y a des jeux de... Il y a de l'action tout le temps partout. C'est ça, il se passe toujours quelque chose à l'image. Vraiment très bien filmé, très bien mis en scène. Des morts de personnages importants. C'est ça, exactement. Et puis t'as Jasper aussi, Jasper qui meurt et c'est ça. Alors que c'est censé être un vampire hyper fort, machin. C'est ça, et qui meurt du coup de face à Alice qui oui, qui hurle. Et puis pareil pour Carla, il y a Esme qui hurle comme une folle quand elle voit son mari se faire démembrer. C'est ça, exactement. Et donc toute cette scène est absolument géniale. Et alors après t'as leur vengeance, c'est-à-dire que eux ils arrivent, ils commencent à buter tous les autres Volturi, ils finissent par buter comment ça s'appelle Jane. Ouais. Donc tu n'as qu'une envie, c'est de voir mourir cette personne parce que c'est tellement une connasse. Moi je le dis pendant la scène où elle lui court après, où Bella elle lui court après pour la tuer, mais j'avais vraiment le cœur qui battait, j'étais là putain elle va crever. Et exactement pareil. J'ai vu le truc, j'ai fait putain j'ai envie de voir ce truc arriver quoi, j'ai envie de voir cette scène, je l'attends quoi. Et soudain c'est Twilight hein. Et soudain, on a un cut sur Arrow qui normalement vient de se faire égorger. Voilà. Et d'un seul coup, on le voit vivant. Et on se dit, quoi? Et d'un seul coup, la caméra recule et on voit Alice qui lui tire la main. C'était une vision. Et on se rend compte que c'était Alice qui lui montrait ce qui allait se passer s'il se battait. Et là, dans la salle, j'étais non! Ah putain! Pourquoi? On a tous pleuré intérieurement, tu vois. Mais toute la salle a eu un mouvement de quoi? Ouais, les filles à côté de toi, là, c'était là. C'est ça, alors il y avait deux nanas à côté de moi qui vivaient le film à fond, enfin, des vrais fans, quoi. Mais alors, elles ont vu le truc, elles ont fait quoi? Mais non! Ouais. Et c'est, pour une fois qu'il y avait des conséquences à l'histoire, pour une fois que cette histoire avait un côté réaliste. Parce que pour une fois, il se passait des choses dont on n'avait pas envie. Ouais, voilà, c'est ça. Imprévisible, en fait. C'était l'imprévisibilité et la fable pour une fois, ça faisait plaisir. Mais oui, c'est ça. La fable est tellement parfaite jusque-là. C'est-à-dire, il se passe tout se passe toujours voilà, c'est toujours très le bien. méchant qui meurt à chaque fois. C'est toujours le méchant. Si c'est un gentil qu'on vient de connaître tout juste pour 3-4 scènes. Dont on s'en fout complètement. Alors que là, Carlyle, Jasper et tout, c'est les mecs qu'on connaît depuis le début. Ça fait 4 films qu'on les voit. Comme des merdes. Ils ont rien de méchant en plus, quoi. Je veux dire, c'est, au contraire, justement, je disais, dans les histoires qu'on développe dans Eclipse, l'histoire de Jasper et de Rosalie, elle est vachement émouvante. Mais elle est trop laissée de côté. On sait que Alice et lui, ils sont vachement liés et tout ça. Et puis Carlyle, quoi, le chef de famille, celui qui a réuni tout le monde, le patriarche, quoi, vraiment le modèle du père aimant et gentil. Vraiment le mec idéal quoi et d'un seul coup il meurt comme une merde donc sans même s'être battu parce qu'au final ils se sont entrechoqués et Schlag il lui a directement levé la tête quoi. Et du coup on voit le truc et on est vraiment dedans quoi et quand d'un seul coup on se rend compte putain mais en fait non tout ça c'était faux, c'était une vision, c'était un machin et tu te dis mais connasse de Stéphanie Meyer quoi. Putain.
elle a pas foutu ça dans son livre. Je suis C'est persuadée qu'elle a pas foutu ça, sinon moi j'aurais pleuré. enfin, pour une fois, il y avait des conséquences, alors qu'en fait, à la fin de l'histoire, enfin, Bella a tout ce qu'elle veut. Je veux dire, elle est devenue vampire, enfin, elle sort avec le mec qu'elle aime, elle est devenue vampire, elle a eu un gosse qui normalement aurait dû lui être interdit, et elle continue à voir ses parents parce que Jacob a révélé à son père que il y avait des loups-garous et des vampires. Normal, hein. Je veux dire, Aucun problème. Je fais ça tous les jours. Hein. C'est ça. Non mais, je veux dire, à la limite, effectivement, moi, j'ai toujours trouvé que c'était assez grotesque cette histoire de, oui, il faut dire que Bella est morte parce que machin. Mais elle l'a ruiné en 2 secondes, hein, t'as vu quand même. Un truc genre, elle a inventé toute une histoire comme quoi elle allait pas bien, puis pouf, d'un coup, on passe complètement à autre chose. Non mais déjà ça, mais je veux dire, déjà à la base, cette idée de devoir la faire mourir, je veux dire, oui, les gens vieillissent, mais enfin, elle pouvait rester au moins 10 ou 15 ans à Forks, en faisant croire simplement qu'elle avait une très bonne crème anti-rides, quoi. Je veux dire, elle fait pas jeunaude non plus, elle est pas, elle fait pas adolescente, voilà, elle avait 18 ans, 19 ans. Ouais, c'est une jeune adulte, enfin. C'est un truc à part, quoi, non mais voilà, j'ai toujours trouvé que c'était un peu débile. Bah oui, bah vous vivez 10 ans à Forks tranquillement, et puis au bout de 10 ans vous partez, et puis voilà, et puis vous verrez moins vos parents parce que vous êtes loin, vous partez à Acapulco. Puis vous avez un accident d'avion, quoi. Oui, voilà, un truc dans le genre, mais enfin, elle était pas obligée de le faire maintenant dès qu'elle vient de se faire vampiriser, ça n'a pas de sens. Bon, il y a le danger aussi du fait que, étant juvénile, elle a du mal à se contrôler, mais enfin, et du coup, justement, ce danger-là, ils en parlent pas. C'est toujours symboliquement, il faut qu'on dise que t'es morte dès que tu deviens vampire, mais on dit pas pourquoi est-ce que c'est important qu'on dise que t'es plus là en fait. Pourquoi est-ce que c'est important que tu vois plus tes parents? Et c'est parce que bah ouais, t'es dangereuse maintenant, t'es c'est ça. T'as changé, enfin la meuf elle est devenue plus belle, elle a les yeux rouges. Oui, mais elle met des lentilles, enfin. Oui, mais des lentilles. Mais dans le livre, je crois qu'il y a un truc comme quoi les lentilles, ça, enfin, il y a une histoire comme quoi elle fait fondre les lentilles avec ses yeux en fait. Tellement elle a une. Je crois qu'elle était froide. Ouais, non, mais c'est trop bizarre, mais dans le livre, je sais qu'elle abîme les lentilles, donc elle peut pas tenir plus d'1 ou 2 heures, un truc comme ça, avec les lentilles. D'accord. Mais bon, ça, ils allaient pas le mettre dans le film. Why not? Non, mais, enfin, voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était toujours bidon, et là, enfin, voilà, c'est résolu en 2 secondes parce que Jacob, se fout à poil devant Charlie. C'est une scène que j'ai beaucoup appréciée. Ouais, c'était vachement, et donc Charlie, maintenant, est au courant du truc, on suppose quand même que sa femme aussi, enfin sa copine est au courant parce qu'elle a quand même l'air pas très surprise de voir la gamine grandir. Je crois qu'à la base, vu qu'elle est culotte, elle connaît l'histoire. Ah oui, c'est pas faux. Je pense que c'est possible. Ouais. Elle est dans la réserve, donc. C'est vrai. Bon bah ok, disons ça alors. Mais ouais, du coup, donc voilà, Charlie est au courant, donc elle est pas obligée de tirer un trait sur son père, et donc voilà, donc ça se finit tellement bien, et comme en plus on nous a montré la mort de personnages importants. Qu'aurait été du coup une conséquence du truc, je veux dire, bah voilà, tu veux quelque chose, bah des fois faut te battre un peu, quoi, et là en fait, c'était rien. Globalement, aucun coup n'est échangé. Ouais. Enfin, il s'est rien passé. L'histoire, ouais, voilà, il y a pas eu d'histoire. Ils sont en train de se regarder dans le blanc des yeux sur un champ de neige. Ils blablatent, ils parlent, et machin. Alice donne une vision à Harrow, et immédiatement Harrow du coup s'en va, et excuse-moi, je viens de penser à Harrow sur le bidet, donc je sais pas pourquoi. Non, c'est Harrow sur le bidet normalement, c'est ça qu'on dit. Bon, bref. Ça vient de me traverser l'esprit. Et donc voilà, donc elle montre un truc à Harrow, et du coup Harrow se barre avec le reste des Volturi et de l'armée qu'il avait amené, et rien quoi. Ils se sont regardés en chien de faïence pendant 1 heure, et puis c'est tout. Ils ont parlé, ils ont dit non, c'est bien, non, elle est humaine, elle est pas humaine. C'est ça. Donc ouais, au final il se passe rien en fait. Bah, elle lui a apporté la preuve que Renesmee n'était pas dangereuse. C'est ça, mais du coup, je veux dire, voilà, ça aurait pu se faire au coin du feu. Non, mais surtout qu'au final, pareil, c'est comme tout, il y a aucune conséquence aux actions de Bella. Et c'est ça qui est toujours impressionnant, c'est à quel point, foncièrement, ils n'ont aucun obstacle. Ouais, c'est ça. Il y a tous les obstacles qu'ils peuvent avoir, ils sont, ils passent comme ça, sans aucun problème, et vraiment toujours sans aucun problème. Le combat qu'il y avait avec les juvéniles de Victoria, je veux dire, Jacob a été blessé à un moment, mais il s'est guéri, quoi. Et puis il y a aucun killeut qui est mort, il y a aucun loup qui s'est fait avoir par les vampires. C'est toujours les méchants qui meurent. Et il y a jamais de prix à payer, il y a jamais de combat à avoir pour regarde bien, mais dans le combat, c'était quand même aussi les méchants qui mouraient. Parce que t'as vu à la fin, il a tué Harrow. Oui. Donc quelque part, oui, ça revient toujours là-dedans. Oui, mais c'était une vengeance. Mais vu qu'il y avait des enjeux juste avant, ils ont tué c'était équitable, quoi. Oui, on va dire. C'est-à-dire que de toute façon, s'il y avait eu un combat, Harrow serait mort de toute façon, et les Volturi aussi. Sûr,
Mais il y aura eu des mais trucs, tous les gentils auraient resté vivants, quoi. Si Stéphanie Meyer l'avait écrit. Oui. Si Stéphanie Meyer avait écrit un combat, Jasper, tout le bordel, tout ça, tout le monde serait vivant. Ouais, c'est vrai. Elle est incapable de faire tuer, de mettre la moindre conséquence aux actions, de mettre un quelconque combat, et c'est ce qui rend, à mon avis, le truc artificiel. C'est qu'il y a jamais besoin de se battre, en fait. Tout finit toujours par leur arriver comme ils le veulent, exactement. C'est en tout point. Il y a même Jacob, du coup, il se ramasse Renesmee, qui va du coup être la femme de sa vie, etc., parce que, alors qu'il a pas pu avoir Bella, tu vois, mais c'est... Ouais. Donc au final, vraiment aucun enjeu, quoi, il y a aucune tension dramatique, en soi dans l'histoire de Stéphanie Meyer, et c'est pour ça que du coup la scène de combat, bah, c'est encore mieux, parce que c'est d'un seul coup, il y a une tension dramatique qui arrive. Et d'un seul coup, ils commencent à perdre des choses qu'ils aiment, et c'est ça qui rend la scène vachement intéressante. Et puis même si on n'aimait pas les personnages au début, ouais, voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, t'es choqué, quoi, tu te dis. C'est ça, wow, c'est tellement surpris, c'est ça vient tellement de nulle part, c'est tellement étonnant venant de cette histoire-là que, du coup, ça a vraiment un impact, et c'est vraiment la scène le moment de bravoure du film, quoi. Je pense qu'il faut pas en faire un film Twilight, il faut en faire un court-métrage. Voilà, c'est ce de qu'on 15 disait minutes. tout à l'heure. C'est ça. En fait, Twilight, il faut résumer ça avec la scène de combat finale entre la famille et Arrow. D'ailleurs, je pense que je vais acheter le DVD et puis je vais couper ça et puis je vais... Tu vas découper une section de ton DVD voilà, c'est ça. avec un diamant et je vais remettre... Regarde Twilight, ouais. Okay. mais juste le chapitre 27. Et après, je coupe. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est vraiment, cette scène est géniale, porte tout le film, et c'est dommage qu'ils aient pas réussi à faire en sorte que Meyer aille jusqu'au bout dans cette scène-là, en fait. Parce que je suppose qu'elle avait les scénarios, elle est productrice du film, elle a forcément contrôle sur le scénario. Et je pense qu'elle a dû dire oui, d'accord, mettez cette scène-là pour que ça fasse de l'action, mais à la fin, je veux quand même que tout le monde soit vivant et je veux qu'ils tous. De toute façon, c'est son livre, alors ils allaient pas. Oui, bien évidemment. Non, bien sûr, mais ouais, quand même. Ça aurait un peu remonté le niveau. Ouais. Là, du coup, ça l'a remonté, mais pour de faux, quoi. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que pour une fois qu'il y a un bon, voilà. pour une fois qu'il y a un bon truc dans Twilight, ça dure plus que ça dure que 5 minutes, quoi. Ouais. Mais bon, c'est 5 minutes d'intensité. C'est 5 minutes vraiment je pense qu'il faut aller voir le film juste pour cette scène. Ouais, voilà, c'est ça. Ça vend le film à la limite, tout seul. arriver une demi-heure en retard, c'est pas, voilà. Même ça, parce que même l'histoire, justement, du coup, est pas trop chiante. Parce que on tient en compte ouais, on découvre de nouveaux trucs, on découvre de nouveaux enjeux. Alors ça, pareil, tu vois, il y a un côté Deus Ex Machina du dernier mec qui arrive là, l'Indien, enfin l'Amazonien qui est, enfin, mais c'est ça, c'est un Brésilien. C'est on va vous prouver qu'il y a aucun, je vais dire même en quoi c'est doublement dérangeant. D'un seul coup, il découvre qu'il y a déjà eu une union comme ça entre un humain et un vampire. Mais il le savait pas, ça. Mais non, il le savait pas, justement. Et en fait, il restait caché dans une espèce de jungle en Amazonie, mais du coup, il y a déjà eu une relation comme ça. Du coup, la relation entre Edward et Bella n'a rien de particulier. Ouais, c'est vrai que ça démystifie un peu. C'est ça le truc, ça m'a même surpris que ça arrive là, parce que, vu qu'elle essaye de dire que c'est l'histoire. Sa mère est morte, quand même. Au gars. Sa mère est morte en le oui, bien sûr. Sa mère est morte en le mettant au monde, mais ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit, ouais. Donc finalement, le lien si fort, l'espèce de truc de destinée qui faisait que voilà, ils pouvaient s'accoupler ensemble, ils pouvaient avoir un enfant, et que elle du coup est devenue une vampire ensuite. Finalement, ça n'a rien de spécial, c'est déjà arrivé avant, ça risque d'arriver après. Et donc au final, c'était tout ce que cette histoire avait pour elle, c'était que symboliquement, c'était la seule fois où ça se passait qu'un amour entre un humain et un vampire était si fort que ça arrivait à passer à travers les choses qui séparent les deux races, et qu'ils arrivaient à s'aimer quand même et à avoir un truc. Et au final, non, ça s'est déjà produit. Vous avez rien de spécial, vous avez rien de particulier. Il y a déjà eu un couple comme vous avant, il y en aura d'autres après. Ils ont eu un enfant. Là. Et ils ont eu un enfant, et l'enfant est toujours vivant 150 ans après. Puis alors pareil, justement, oui, je suis devenu immortel quand je suis devenu adulte et beau. C'est tellement pratique, quoi. C'est vraiment dans l'idée que les vampires doivent être ultra sexy, tu vois. Il y a qu'un seul vieux vampire, c'est le Volturi, en fait. Celui qui est content de mourir, là, du coup, dans le combat. Enfin. C'était très beau, ça aussi, comme scène. Ouais. Et parce que, justement, ce vampire-là m'avait toujours marqué dans le deuxième film. Il est très effacé, mais il a... Tu sens qu'il a un mal-être très profondément ancré en lui, et tu sens qu'il est pas bien dans sa tête du tout, quoi. Ouais. Tu sens que le mec... Je crois que c'est le Caius, il s'appelle. Il a 150 ans, il y en a 149 de thérapie, quoi. Il a trouvé un psy vampire pour l'aider, et je suis tellement heureux.
C'est vraiment et du coup voilà, il y avait des enjeux comme ça et en fait bah non, ça va vraiment être spécial et votre gosse il sera jeune et beau toute sa vie parce que quand il arrivera à tel développement physique et bah il s'arrêtera parce qu'il est tellement beau et tellement oh mon dieu, au secours, enfin bref, quoi. c'est facile parce il peut se nourrir de nourriture humaine, mais aussi de sang. Enfin, ouais. C'est ça, et il peut vampiriser des gens aussi s'il en a envie. Voilà, il peut tout faire, c'est un survampire. C'est ça, c'est Blade. En quelque sorte. Mi-humain, mi-vampire. Mais c'est ça, ce truc, c'est que, tu vois, même Blade, côté mi-humain, mi-vampire, il y avait des inconvénients. Oui, voilà. Il a besoin de sang de temps en temps, il a besoin de machin. Lui, il a que les trucs géniaux des deux clans. C'est-à-dire qu'il est un super humain et un super vampire. Il a pas le besoin de sang, il a pas le besoin de machin. Il a quand même des pouvoirs. Il est quand même immortel. Il est enfin, c'est. Ouais, il y a aucun enjeu avec ce personnage. Voilà, et donc. Du coup, pas non plus avec. Parce que même ça, tu vois, si l'histoire s'était bien terminée, mais qu'ils avaient dit qu'au final, que bah Renesmee, en plus d'avoir un nom de merde, allait vivre une vie très courte et. Voilà, c'est ça. Et voilà, qu'elle aurait vite grandi, qu'elle serait morte au bout d'un an, tu vois, en grand-mère déjà au bout d'un an, tu vois, un truc dans le genre. Ça aurait dû non là elle grandit jusqu'à on va dire une vingtaine d'années, donc elle est super belle et elle reste physiquement jusqu'à une vingtaine d'années parce que une vingtaine d'années parce qu'en gros et après elle reste immortelle en étant super belle machin, donc c'est bizarre quoi. Voilà. Au final c'est Jacob qui va crever. Bah c'est pas précisé dans les films, mais dans les livres en fait ils disent que Jacob enfin les loups-garous de manière générale quand ils se transforment, ils restent un peu immortels pendant quelques temps en fait. En étant loup-garou. Mais je crois pas que c'est précisé dans les films. C'est-à-dire que tant qu'ils sont loups-garous, ils vieillissent plus. Ouais. Et quand ils redeviennent humains, ils commencent à vieillir. Ouais. Et tu vois, il y en a un qui est assez vieux dans les loups-garous. Ouais. Enfin, qui est un peu plus âgé que tout le monde et tout. Et bah lui, donc ça s'est stoppé, mais je crois que après, enfin plus tard, en gros, c'est le premier qui va être plus loup-garou. Et tu vois, à un moment, le père de Jacob, il me semble qu'il y a une histoire comme quoi il a été loup-garou, un truc comme ça. D'accord. Il me semble. Oui, bon, bref. Au final, c'est quand même le plus mortel du groupe. C'est le plus mortel du groupe, ouais. Voilà. Parce qu'il va quand même mourir, hein, de toute façon. Même s'il va vivre longtemps. Plus longtemps que la normale. J'ai cru que t'allais me sortir qu'elle avait écrit un truc du genre, une fois qu'ils ont imprégné quelqu'un, ils peuvent plus mourir, tu vois. Non. Prends la tête. Ça m'étonnerait pas. Quoi. Ça m'étonnerait connasse. Tu ne sais pas avoir des enjeux dramatiques. Alors, juste du coup, on va en avoir terminé avec ça. Une demi-heure, j'aurais jamais autant parlé d'un film. Faut vraiment que ce soit Twilight pour parler d'un film comme ça. Est-ce que tu es au courant qu'un autre roman de Stephanie Meyer va être adapté en film? Oui, Les âmes vagabondes. C'est ça. Qui s'appelle The Host en version originale. Je l'ai lu, ouais. Est-ce que tu trouves qu'il est, enfin, comme bouquin, les gens disent que c'est plus un bouquin adulte que l'autre. Peut-être plus, ouais. Ouais. Et bon, je saurais peut-être pas forcément dire pourquoi, mais en fait, c'est déjà moins que la praline. Là, pour le coup, l'héroïne a vraiment des faiblesses et vraiment des obstacles en fait. Et il y a vraiment des déchirements entre les personnages. Tu vois là, c'est genre bon, c'est Jacob qui est déchiré avec son amour avec Bella et tout, mais là, il y a vraiment des trucs, tu te demandes vraiment comment ils vont faire pour s'en sortir, quoi. Ouais. Tu sais à la limite que ça va bien se finir, et encore. Moi, j'étais pas sûr que ça allait bien se finir ou quoi. Mais, alors moi, du coup, ce qui m'a marqué, c'est que le réalisateur, en fait, je le connais, puisque c'est le mec qui a réalisé Bienvenue à Gattaca. T'as pas vu? Non. Ça manque à ta culture. Il a fait merde, du coup, j'avais retrouvé tous les films qu'il avait fait, mais c'est un réalisateur assez connu. Andrew Nicole, je crois qu'il s'appelle. Et il a fait pas mal de films que j'aimais bien. Mais oui, en plus, je suis bête, moi j'ai fait une recherche sur lui aussi, justement, pour savoir ce qu'il avait fait. Bon. Ouais, quand j'ai vu le trailer. Et il a fait vraiment, je serais limite à faire une recherche vite fait. Il a fait un film que j'ai, Le Terminal. Avec Tom Hanks. Ah, mais non, c'est Spielberg, ça. Mais non. Bah alors, il a été producteur là-dessus, je sais plus. D'accord. Je sais plus, en tout cas, j'ai vu dans sa filmographie qu'il a fait. Bah écoute, fais une danse du ventre, je vais chercher. Meuble. Dis quelque chose. Miaou. Cléo. Alors attends. On va aller sur MDB vite fait. Bah tiens, The Host, il est juste ici. Voilà. Andrew Nicole qui a réalisé. Il a un peu une sale gueule. Ouh. Oui, non, pose là. Il commence à en avoir marre. Oh, pauvre Cléo. Ah oui, il avait fait Simone aussi, qui est un de mes films préférés. Simone, c'est un film avec Scarlett Johansson. Enfin, il me semble, d'ailleurs. Elle est où, Simone? Ah non, Rachel Roberts. Quoi?
Bon, d'accord. C'est Pascal Johansson. C'est en fait, c'est un réalisateur de cinéma il y a un infographiste qui lui file un programme, en fait, qui lui permet de créer une actrice virtuelle et pouvoir la contrôler vraiment dans ses moindres détails, dans ses moindres mouvements. C'est trop bizarre parce que moi, sur Allociné, je suis persuadée d'avoir vu le Terminal dans la filmographie. Je le vois pas dans les films qu'il a fait, en tout cas. Il a écrit le Terminal. Et il a fait The Truman Show aussi. Voilà. C'est ça que je cherchais aussi, voilà. Le Truman Show. Ouais. Donc, c'est un très bon réalisateur. Donc, alors, on se dit... qu'est-ce que ça va donner les âmes vagabondes? Moi, du coup, j'ai vu le trailer. Tu l'as vu ou pas? Ouais, je l'ai vu aussi. Ça m'a pas l'air mal. C'est quand même très centré sur la romance. Ouais, quand même. Mais en fait, là, c'est aussi sur l'amitié. Vachement sur l'amitié aussi, ouais. En fait. Bon. Faut voir. En gros, alors l'histoire, c'est qu'il y a une invasion extraterrestre. Les extraterrestres prennent possession des corps humains. Voilà, c'est ça. Parce que, en gros, les humains sont mauvais, entre eux, parce qu'ils font la guerre et tout. Et en fait, le peuple qui les... Comment dire? Qui les incarne, enfin parce que ça, en fait, c'est une incarnation. Oui. En fait, d'où le titre, les âmes vagabondes, parce que ce sont des âmes, en fait, une sorte de petites créatures avec des pattes, machin. Et en fait, elles voyagent. Donc, c'est un peuple qui voyage de monde en monde, en fait, et qui colonialise en quelque sorte. C'est ça, hein, c'est un principe de colonisation. Hein? Colonise. Il me semble. Colonialisme. Coloniser. Fail. Et donc, je sais pas, ils ont incarné plusieurs espèces dans tout le monde, donc tout un truc sur les extraterrestres et tout. Ils arrivent sur la Terre et donc voilà. Alors j'ai vu un truc dans la bande-annonce comme quoi les humains sont particuliers à posséder parce que leurs émotions sont trop fortes et que... Il y a certains humains, ouais, que donc l'héroïne, sinon il n'y a pas d'histoire. C'est que l'héroïne en fait elle s'accroche à ses souvenirs en fait, enfin elle s'est suicidée en fait. Ils ont voulu lui mettre une âme en elle, mais ce qu'il y a c'est qu'elle est toujours, enfin son âme est toujours un peu là parce qu'elle s'accroche à ses souvenirs et en fait l'âme qui est dedans, elle va aussi avoir ses souvenirs et du coup elle va comment dire, influencer les souvenirs. Elle va être influencée par les souvenirs de Mélanie, la fille qu'elle occupe. Et comment ça s'appelle déjà l'âme, je sais plus. Vagabonde, ça s'appelle. D'accord. Et donc voilà, il va y avoir une histoire donc d'amitié à l'intérieur d'elle-même en fait. Ça va être intéressant un film et du coup ça va voir comment il s'en est sorti. Avec une voix off peut-être. Parce qu'elle se parle en fait. D'accord. Mais il y a tout un truc et tout puis voilà. Bon voilà, pour rien spoiler, c'est vraiment ça va être une histoire d'amitié. C'est quand même pas mal. Bon. On verra bien, peut-être que Stéphanie Meyer a écrit des choses plus intéressantes que Twilight. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, je pense qu'on a fait une bonne vidéo. Merci beaucoup Lisa. Bah de rien. Et puis moi je vous retrouve à bientôt, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Allez voir Twilight mais que les 15 minutes. Rentrez dans la salle pendant 15 minutes et sortez. Voilà, c'est ça. Au revoir.